I'd like to describe a field in which little has been done, but in which an enormous amount can be done in principle. This field is not quite the same as the others in that it will not tell us much of fundamental physics in the sense of what are the strange particles. But it is more like solid-state physics in the sense that it might tell us much of great interest about the strange phenomena that occur in complex situations. Furthermore, the point that is most important is that it would have an enormous number of technical applications. What I want to talk about is the problem of manipulating and controlling things on a small scale. Materials 10 times stronger than steel at a fraction of the weight. And this is unbelievable to me. Molecular computers the size of a teardrop with the power of today's fastest supercomputers. To accelerate the march of discovery across all these disciplines in science and technology, I ask you to support my recommendation of an unprecedented $3 billion in the 21st Century Research Fund, the largest increase in civilian research in a generation. We owe it to our future. In a world of competitive technology development, unilateral bans on advanced nanotechnology amount to unilateral disarmament. The consequences of having molecular manufacturing technology for economic, medical, and military affairs are really so large that no world power can afford to be left behind. Many nanotechnology researchers today would like to insulate their work from a sense of the long-term consequences because the upsides and the downsides that have been projected are uncomfortably large. I think, however, that we're going to see over the next year or two, perhaps, an emergence of a consensus that what we're facing is a true revolution. N is for nanotechnology, the study of things less than 1/1000th the width of a human hair. These are the building blocks of nature, and they can be rearranged to build some amazing things, like a light bulb that never burns out, or a car that can think, or a cell phone so small an ant could use it, or a shirt that can give you directions, or a tiny computer that can hold every book ever written. Or maybe some things we haven't even thought of yet, all in less than the width of a human hair. N is for nanotechnology, and it's brought to you by HP, a leader in this science of almost limitless possibilities. True revolution. Are we on the verge of a tiny atomic revolution that will have a huge impact on our lives? Will nanotechnology create molecular machines that repair our bodies and ultra-fast computers that can be painted on the wall? To discuss the science, fact and fiction of atomic scale engineering, I'm joined by Sir Harry Kroto, Professor of Chemistry at Sussex University. Harry shared the Nobel Prize in 1996 for the discovery of a new form of carbon commonly called buckyballs. Harry, can you tell us what nanotechnology is? Yes, it's a technology which focuses on constructing structures or clusters of atoms, probably 10, 100 or 1,000 at a time, at a scale
which will be something like a billionth of a meter. That's 10 to the minus 9 of a meter. And that's the nano in yes, nanotechnology. I mean, it should really be nanometer scale technology, and some people still feel it should be, but I think they've lost that particular battle. Yeah. It will be nanotechnology from now onwards. Okay, now fundamentally, what's the difference between this way of thinking about problems and just miniaturization, just making ordinary devices a bit smaller? Is there anything fundamentally different, Jim? Well, I think fundamentally that's different to the whole thing is if we imagine classically, we have things like engineering, we have biology, we have chemistry, and these are very different disciplines. And over time, our understanding of all these disciplines has now come down to the scale of individual atoms and molecules, okay? So there's a whole lot of new opportunities. There are a whole lot of new paradigm shifts we can expect. We have the opportunity now to do engineering, and I mean mechanical engineering, right, on a scale where we have to perhaps think non-intuitively, and we have to look to biology, for instance. Can you get a molecule to behave like an element on a computer chip? Mm-hmm. Or can you build out of atoms a machine? Now, living systems have already done that. I mean, hemoglobin is a molecular machine. So biology has done it. Now, what we want to do is we want to go learn from biology and build them not out of proteins, but out of rigid structures or floppy structures where we have some control. And so we're being guided in that way. These things self-assemble, and how one controls self-assembly is he who can control self-assembly sort of controls the future. Controls the future. Well, what's your speculation about the future of nanotechnology, Harry? Come on, speculate wildly. Well, I think I look at the work of people like John Walker, who determined the structure of ATP synthase as one of the most exciting advances in understanding of recent years. Paul Boyer, and he got the Nobel Prize in 1997 for discovering that the enzyme that catalyzes the formation of ATP from ADP plus phosphate to give us ATP, which is the molecule that stores the energy and allows us to do everything, to talk, if you can, and move your muscles, etc., is produced by an electric motor. It's unbelievable. There's in the mitochondria, on the surface of the mitochondria, are these little spinning electric motors run by electricity, made by biological systems millions of years before Faraday. And I think that's the way forward. If we can now produce motors like that and machines like that at the molecular scale, then we're going to move forward. Jim, final comment? Yeah, well, I'm working on that. You know, I did produce a molecular rotor, okay? Yes. Which is only about 1 nanometer in diameter. But yeah, if I had to look into the future, I mean, there it is on the screen. In my opinion, mechanical devices, we're going to go back to an age, another kind of revolution of mechanics that was different from the 18th century. Machines. And there are many reasons. Because of energy, because of efficiency, because of the similarity of biology, we will go back, we will come upon a new machine age. And that machine age will have a much broader range of applicability than microelectronics. And it will also be something that will have a bigger economic impact than microelectronics. Okay, so that's my crazy prediction. Nanotechnologists are making incredibly tiny biomedical devices that may someday deliver drugs inside your body or repair internal injuries. As raw material, some researchers use only natural molecules like DNA and RNA. But at UCLA, one biomedical engineer is designing what he calls biobots from natural molecules and plastic parts. My goal is to be able to make devices where the line is blurred, where you can't tell where the living system ends and the engineering system begins. Carlo Montemagno says some of his biobots could replace damaged nerve cells with very, very small devices that
that essentially are excitable. When an electric current hits it, they regenerate the electric current. So they're kind of like an artificial nerve cell. And so what Lou is looking at, make the bridge for severed nerves. BioBot's molecular parts supply them with energy. That allows us to add new functionality or to repair functionality that was gone and make it, instead of a prosthetic where you slap on top, you elucidate a repair that becomes part of the cell. Nanotechnologists can make these machines right now, but don't expect your doctor to write you a prescription for one anytime soon. I'm Oren Schoenfeld. This is where the magic happens here on the set of Jake 2.0. But talk about magic. How do you make technology that isn't real yet seem believable? I realized pretty early on that when you're dealing with molecular-sized computers, the possibilities are endless. I mean, this guy can interface with technology. He's like a universal remote, and every one of his body functions is enhanced. Meaning what? Meaning that I can hear everything. The nanites, or nanobots, are completely integrated with his body's natural systems. Because the nanobots are microscopic computers, and he is now himself, half man, half machine, he is able to interface with technology, with computers. There's bionic hearing and sight, and a nifty night vision function, and some pretty trippy perks as well. Some kind of future soldier. Some kind of future soldier. Some kind of future soldier. Exactly. It's been about a year since I published the article in Wired magazine, and I come here as an optimist about technology. I work in technology. I live in the industry that's defined by Moore's law. Things are always getting better and cheaper, so it's hard not to be an optimist when things keep going down in cost and performance keeps going up. And that, in fact, some of the work that friends of mine are doing in a field related to nanoelectronics called molecular electronics would lead me to believe that this kind of advance we've had in computing is likely to continue for a while, say for another 30 years, perhaps, for about another factor of 1 million of price performance improvement, which is a lot. We don't encounter in our lives things that are 1 million times better than something else very often. You know, if you had something that took 1,000 years to compute and you could do it 1 million times faster, it would finish in 8 hours, and that's a huge difference, having an 8-hour calculation or a millennial calculation. And so by applying this information technology to genetics, and we can imagine eliminating a lot of disease, increasing our lifespans. We can imagine using the same ability to design at the molecular level to invent new materials, say nanoscale engineering, create an era where we can manufacture all sorts of new materials with new properties, and even imagine a century of material abundance. And applying the kind of high-performance computing abilities we imagine to robotics, we can imagine this century creating robots that are intelligent enough to really do all the grinding physical labor that we need to do. But the interesting thing about these technologies is they are fully dual use. In other words, the same technology that can do something really wonderful can do something really horrible in a way that a lot of the people, say in the military, the Defense Science Board and so on, talk about asymmetric conflict. We have essentially a terrorist group using one of these technologies, and it's very difficult, or something derived from one of these technologies. It's very difficult to defend against. I think that's a reality. I don't think there's much denying that this is the case.
It doesn't mean we know how to build machines based on a different kind of chemistry that can self-replicate. But we wouldn't have to build them on, we're allowed to use ATP. We don't have to do this thing completely de novo. We can build some hybrid nanotech, biotech thing for commercially useful purposes. In fact, there was one in Science or Nature magazine just a few weeks ago, a little thing that used ATP to store energy and had a propeller and would float around in your bloodstream. So you can start imagining building these things. And I think that we need to think about these. This is in a longer time frame. I thought the biotech problem was 20 years away. I thought this problem was 30 years away. I still think maybe it's 30 years away. Robots would be a wonderful thing. I mean, they would bring huge benefits to society. The risk here is creating a wild successor species, as Moravec described, where the robots would simply take over. It's like in our science fiction movies. Maybe the risk of that is low. Maybe we could manage it. But certain people dream of loading themselves into robots so they can become immortal. There's a problem with that. The robots probably wouldn't be sexual beings. Why bother? I mean, just make another one out of parts like Data, okay? They would probably be Lamarckian in the original sense in that they can just pass experience between them with a file transfer, so, and they probably, I don't see why they would necessarily have an individual mind. They could just have optical links or high-speed wireless networking, and they could share experience and have some sort of collective mind. They probably look as much like wasps or ants as humans, and in other words, we're not the native form in cyberspace because we do have sexuality, individuality, and we have culture instead of Lamarckian kind of things going on. So I think that believing that if that's the dream of the robotic people is to become immortal through robotics, that dream has a pretty big flaw in it. But that doesn't mean they won't try and that we won't pay the side effect costs of trying to get there. Brad Sherman from California's best named city, Sherman Oaks. I represent about half the San Fernando Valley in the United States Congress. I've served in Congress for 7 years. I've served on the Science Committee for about 17 weeks. What caused me to seek an assignment, at least temporarily, to the Science Committee is my concern about what I call engineered intelligence, the ability of the genetic engineers or the computer engineers to develop levels of intelligence that surpass our own. And I've wondered whether our successors are going to be carbon-based or silicon-based. What I've learned here is the answer is both, or yes. Both, or yes. The largest increase in civilian research in a generation. We owe it to our future. Nanoscale technologies are enabling industry to reshape our agricultural and food systems with atomically modified seeds, new pesticide delivery vehicles, surveillance technologies, and nanoscale food additives. But what does nanotech mean?
Finalement, nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait petit. Hein? Donc, c'est un domaine tellement vaste. Non, ça veut dire ça. Nanotechnologie, on fait de la technologie au niveau très petit. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, ça peut être des matériaux, ça peut être du médical, ça peut être un tas de choses. Donc, après tout, c'est un concept tellement vaste qui fait de tort à personne de le pousser. Et donc, allons-y. To understand today's scientific nano-revolution, we must first take this plunge into a sea of atoms. New landscapes, new sensations. This hidden world surrounds us at all times on every side. Each white ball is a cloud of electrons, concealing an atomic nucleus. You're about to discover how scientists have reached this frontier, the land of the atom, and opened up an infinite new field of research and practical applications. On peut, comme premier axe, voir une miniaturisation de plus en plus poussée des composants d'une industrie électronique, nano-électronique, stockant dans des volumes très faibles des puissances de traitement d'information bien plus grandes encore que maintenant, mais aussi mettre en œuvre, par exemple, l'utilisation biomédicale, une rétine artificielle, remplacer une oreille qui ne marche plus, avoir la possibilité de faire des fils moléculaires, par exemple un nerf qui arrive à stocker à toutes sortes d'impulsions et c'est décodé par le cerveau, ça c'est quelque chose. Et là, les conséquences économiques et les conséquences sociétales seront très très grandes, il n'y a pas de doute. On the right of the picture, a normal paint job. On the left, a coating containing new, improved nanoparticles. Now this car door can't be scratched. Neither can these glasses, which grow darker as light gets stronger. A music CD can be engraved on this flexible plastic sheet. The nanoparticles on this surface repel water and make this surface hydrophobic too. Spraying graffiti here is a waste of time. No need to scrub. The paint just slides off. Au lieu d'avoir à fabriquer ces objets d'une manière de plus en plus difficile et onéreuse, n'y a-t-il pas moyen de mettre en œuvre cette propriété de la matière, qui est une propriété, c'est pas mystérieux, parce que pour la science, il n'y a pas de mystère, il y a simplement de l'inconnu. Mais cette propriété qui est certainement présente et qui pousse en quelque sorte la matière à s'organiser. On peut dire que certaines architectures ont plus un aspect de nanoélectronique que d'autres. Et je peux éventuellement vous montrer quelques cas qui évoquent des circuits, une circuiterie électronique, comme par exemple donc ceci. Cependant, c'est de la chimie. Ces petits ronds-là, dans les exemples que j'évoque ici, ce sont des ions métalliques.
Et voilà la barrette. Il y a 3 encoches là, là et là. Ces 3 encoches peuvent interagir avec des ions argent. L'argent, c'est un sel, donc c'est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. L'autre, la molécule, est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. On mélange les deux, et puis ça se fait. Tout de suite, en 1 milliseconde, c'est fait. Par assemblage spontané. Each of these circuits could spontaneously connect to similar circuits, increasing memory capacity. Après tout, si la matière s'auto-organise, essayons de comprendre les mécanismes de cette auto-organisation. Et à partir des mécanismes d'auto-organisation, nous pouvons d'une part essayer de comprendre mieux l'origine de la vie, etc. Mais aussi mettre en œuvre ces auto-organisations et ces principes, ces concepts de base pour produire spontanément des structures d'une certaine nature, spontanément mais de façon tout à fait dirigée. Spontanément mais de façon tout à fait dirigée, contrôlée. Et petit, ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même. Plus la science avance, et plus elle générera des objets de plus en plus petits et donc de plus en plus complexes, moins ça va consommer d'énergie, moins ça consomme de matière. Notre calculateur le plus puissant, c'est le cerveau. Il est auto-organisé, c'est clair. Il n'a pas été fabriqué, mais il se fait tout seul avec des molécules. C'est cet objet qui se fait avec une complexité fantastique, c'est vrai. Mais tout ça, ça suit un certain schéma. Ça suit un plan de complexification qui est établi. Je vous cause, je suis connecté. Le cerveau, il contrôle ma voix. En même temps, je vous vois, je vous entends, donc il est autoconnecté. Donc la matière a réussi à produire quelque chose qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe, qui est un ordinateur qui s'auto-organise, qui s'auto-connecte. Donc c'est possible, puisque ça existe. Quand on définit les nanotechnologies par l'échelle des phénomènes, on dit que l'initiateur de ce programme, c'est le physicien américain Richard Feynman, dans une fameuse conférence donnée au Caltech, California Institute of Technology de Californie, et dans laquelle il prévoyait effectivement qu'on serait bientôt, c'était dans les années 50, et le bientôt est arrivé, disons, 30 ans après, 40 ans après, il serait bientôt possible de manipuler la matière atome par atome. Bon. Moi, je crois que la véritable... ce qui est vraiment à l'origine du programme nanotechnologique, c'est une conférence donnée au même California Institute of Technology, mais une décennie plus tôt, par le grand mathématicien et physicien John von Neumann, sur le thème des automates, ou plutôt de la capacité de concevoir, la capacité humaine de concevoir et de réaliser un automate, c'est-à-dire par étymologie, un être qui a le principe de son propre mouvement en lui-même, hein, un être capable d'autonomie, d'auto-organisation. Von Neumann, par une conjecture, dite conjecture sur la complexité, prévoyait qu'il n'y avait aucun obstacle logique à cela. Et il prévoyait que bientôt, bon, nous n'en sommes pas encore vraiment là, plus de 50 ans après, bientôt, l'homme serait capable de construire des créatures qui lui échappent en complexité.
TRAFI, what is now Etc Group, has been going for about 25 years. When we started, we were looking at questions of genetic diversity and the diversity of seeds and trying to keep the diversity of seeds. And in the early 1980s, found ourselves talking about biotechnology and genetic engineering and warning that genetic engineering of seeds would have a major effect on the food security of small farmers. At the time, in the early 1980s, that was regarded as science fiction. We were told that we were talking rubbish. Of course, now, if you look, there's a major international controversy around GMOs, genetically engineered organisms, and there was very much the case that these new technologies, combined with corporate power, lead to massive disruptions in the lives of the very poorest people. And that really led us to start to look at new technologies in a systematic way and say, well, what are the other new technologies that are coming through that are going to be highly disruptive and that society needs to be looking at properly? And in the last 3 to 5 years, it's become extremely apparent that nanotechnology is probably the most disruptive technological platform that we've ever seen. And what astonished us was that nobody was looking at it. When Etc started looking at nanomaterials, particularly the nanomaterials that are currently in the market, these are things like nanoparticles in cosmetics or nanoparticles in clothes, we were really surprised to discover that nobody had looked at the safety questions around these new materials. These are new materials. They behave in an entirely different way. That's the reason they're using them. A nanoparticle of gold is not the same as gold. It has an entirely different profile. And yet the regulators had never looked at that. And what's become very apparent, especially in the last 2 years, is that nanoparticles have an entirely different toxicology. Take, for example, titanium dioxide. Titanium dioxide is used traditionally as a whitener. It reflects light very well. And it's used in things like sunscreens and cosmetics to reflect ultraviolet light. If you take a particle of titanium dioxide and you reduce it down to a nanoparticle, it still reflects ultraviolet light, but it's transparent. So companies like L'Oreal are using it in their sunscreens, but it's an entirely different product, effectively. It has a very different toxicology. There's studies that show that nanoparticles of titanium dioxide will disrupt the behavior of DNA in cells. Because they're so small, they appear to go through the skin. We certainly know they can get across the lung. And once nanoparticles are in the body, they can move around the body very easily. They can go across, for example, the blood-brain barrier, which has previously been impermeable. And it looks like they can also get to the fetus across the placenta. So what we suddenly have are new particles, which are smaller than anything the body is designed to deal with, that can move easily around the body, and that appear to be much more toxic. That's a recipe for disaster, but they're being used industrially with no regulation. A number of different bodies are now ringing the alarm bells on this. Swiss Re Insurance is the second largest insurance company in the world, and they produced an 80-page report saying, whoa, we've got to slow down. They're very worried that nanoparticles and nanomaterials could be the next asbestos. And of course, for the insurance industry, that would mean huge claims. Je passerai très vite sur les risques. Pourquoi? Parce que, bon, ils existent, hein, mais ils sont à peu près bien, les problèmes sont à peu près bien posés au niveau des risques. Ils sont loin d'être résolus. Mais disons que les scientifiques d'un côté, les industriels de l'autre, ont compris qu'il y a des risques associés aux nanoparticules. Ces risques sont des risques qui sont des risques communs à toutes les technologies. Ce que dit d'ailleurs le rapport français, il dit « Oui, bien sûr, les nanotechnologies posent des risques, mais comme toutes les technologies les nouvelles technologies posent des risques, soyons assez confiants, ils seront résolus en temps utile. » Donc il y a incontestablement des risques associés en particulier aux nanoparticules, qui sont des risques qui tiennent à leur taille, en particulier à leur interface avec les systèmes vivants, risque d'inhalation, risque d'absorption et d'ingestion. Mais c'est le même problème que celui de l'amiante, en gros. Il y a aussi un problème du devenir des nanoparticules dans les sols, du fait de leur degré de solubilité. C'est un risque environnemental ajouté au risque sanitaire.
Je vous passe, si on veut, tout à l'heure, on verra où on en est de ces questions. Disons qu'on a une méthodologie pour aborder ces risques et des motivations pour les aborder. Pourquoi? Parce que les assurances ne veulent pas assurer les compagnies qui fabriquent aujourd'hui déjà à la tonne des nanotubes de carbone. Donc là, il y a des motivations, le problème est bien posé, il est loin d'être résolu, mais on est dans le domaine de la prévention. Un exemple, l'an dernier, une firme américaine a injecté des nanoparticules au Nouveau-Mexique, je crois, près de la frontière mexicaine, sur un territoire équivalent à peu près à un département français, pour stabiliser le sol. Bon. Et je crois que du point de vue de l'objectif visé, ça a été couronné de succès. Mais personne ne sait, et évidemment il n'y a aucune réglementation actuellement, ce que ces nanoparticules peuvent produire comme effet non désiré. Par exemple, est-ce qu'elles vont migrer? Est-ce qu'elles vont entrer dans la chaîne trophique, dans la chaîne alimentaire ou non? Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Personne ne sait. So when we looked to see whether there are any regulations around nanotechnology, we were pretty shocked to discover there are none anywhere in the world. And so we thought, okay, well, starting with safety, what are the ways in which you handle nanoparticles and nanomaterials in the laboratory? And it turns out there aren't even any agreed protocols for how to handle nanomaterials in the laboratory. In some places, such as South Africa, they'll handle them as if they were handling Ebola or HIV virus. They'll be very, very careful. Other places in France, we have people saying, sometimes we wear protective gear, sometimes we don't. So a complete disparity. So it felt to us that the most important thing that needs to be done is this work needs to stop until there's an agreement on just how to handle these materials, quite besides all the big societal issues and other questions. So we've said there needs to be a moratorium, not just on production of nanomaterials, not just on selling them, but actually handling them in the laboratory. That until the scientists themselves can agree what are the safety issues and how to handle them, they shouldn't be doing this. And of course, there are lots of other issues around waste streams, for example, and certainly these products shouldn't be being put on the market. Nanotechnologie. L'étude des choses 1000 fois plus petites qu'un cheveu. Ce sont les briques élémentaires de la nature et elles peuvent être réassemblées pour construire des choses étonnantes. Comme un téléphone si petit qu'une fourmi pourrait l'utiliser. Comme un téléphone si petit qu'une fourmi pourrait l'utiliser. Un minuscule ordinateur contenant tous les livres qui puissent exister. Ou peut-être même des choses que nous n'avons pas encore imaginées. N comme nanotechnologie. Une science aux possibilités quasi infinies. Le mot, je dois vous dire que le mot de nanotechnologie, qui a été capable quand même d'amasser sur lui, si je peux dire, donc des milliards de dollars à l'échelle de la planète, est déjà dépassé en termes de marketing. Le nouveau concept, qui nous vient également des États-Unis, c'est le concept de technologie convergente, et plus précisément, c'est ce qu'on appelle la convergence NBIC. N vaut pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I vaut pour technologie de l'information et de la communication, et C vaut pour sciences cognitives. Ce n'est pas les nanotechnologies elles-mêmes, c'est bien leur convergence avec les trois autres éléments du quatuor ici qui donne sens au projet. Les risques générés par les NBIC sont déjà plus complexes. Et on n'est non plus dans le domaine de la prévention cette fois, mais dans le domaine de l'incertitude véritable. Il y a des risques liés à la liberté humaine. Je veux dire que ce sont des technologies invisibles. Les NBIC encouragent la production de capteurs minuscules et si peu coûteux qu'ils peuvent être implantés n'importe où pour surveiller ou espionner les personnes à leur insu. Monde entièrement sous contrôle des ordinateurs. L'implantation des puces sous la peau pose un problème du même ordre que la généralisation des techniques de biométrie ou des tests d'ADN ou les RFID, c'est-à-dire Radio Frequency Identification Device. Et elle peut faire craindre, même si les intentions initiales sont positives, une disparition progressive et subreptice des libertés fondamentales.
La puce RFID donc est composée de la manière suivante. Vous avez une antenne en silicium et ici une puce. Ça c'est le format actuel, c'est-à-dire qu'on retrouve bien la puce et l'antenne. On va arriver à ceci. Ici vous avez la plus petite au monde, c'est-à-dire qu'on a la puce et l'antenne. Donc, et demain, vous verrez que dans une bouteille de parfum, on pourra carrément l'intégrer dans le corps de l'article. C'est-à-dire que là on a la puce, donc essayez de la trouver. Donc elle est vraiment incrustée dans le verre. Et demain, il y a des sociétés qui savent le faire, c'est-à-dire que demain, l'antenne que je vous ai montrée précédemment sera dans Fahrenheit, c'est-à-dire que vous aurez une lampe semi-conductrice, et ensuite la puce sera peut-être dans le i, donc là une intégration totale dans le packaging de l'article, voire même dans le corps de l'article. Risque pour l'intégrité et la dignité humaine, le couplage capteur-actionneur rend possible la manipulation de la volonté et du comportement par des implants. Vous voyez, on est déjà en pleine science-fiction. Risque pour la vie privée, infraction à la vie privée par des nanorobots, c'est envisagé. Risque pour les rapports économiques et politiques, la dissémination des technologies extrêmement dangereuses est possible car elles sont peu coûteuses et peu sophistiquées en termes d'infrastructures. Les pirates du génome humain sont déjà quelque chose de redouté et en tout cas d'envisager avec les nanotechnologies. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de programme scientifique et technique sans ce que l'épistémologue viennois puis britannique Karl Popper appelait un programme métaphysique de recherche. C'est-à-dire que ce sont des idées et des idées sur les grands sujets sur lesquels la science n'a rien à dire. Qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que le sujet, qu'est-ce que le moi, etc. Ce sont des réponses à ces grandes questions qui sont derrière les programmes scientifiques. Et je crois que la convergence des nanos, des bio, des infos est mue par les idées qui nous viennent des sciences cognitives. Alors, quelles sont ces idées? Quel est ce programme métaphysique de recherche? Eh bien, je crois que la grande idée, c'est que tout dans l'univers est fondamentalement pas matière ni énergie, mais information. Le grand physicien quantique américain John Archibald Wheeler a une formule extraordinaire pour décrire ceci, pour dire ceci. C'est en anglais donc it from bit. It, c'est ce qui existe, le ça, ce qui existe dans le monde, l'étant, comme dirait Heideggerien. From, à partir de, bit, l'unité d'information. C'est-à-dire ce qui existe vient de l'information. Au départ, il y a de l'information. Tout dans le monde est information. Dans l'histoire des idées, et ça n'est pas assez su, je pense, c'est l'esprit humain, ou l'esprit tout court, je dirais, qui a d'abord été conçu en ces termes. En 1943, avec ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait la cybernétique. Ces gens qui ont dit qu'est-ce que l'esprit? C'est la même chose que le cerveau, et c'est une machine informationnelle. On ne pouvait pas dire à l'époque un ordinateur, il n'existait pas encore, ou il allait exister. Ce n'est pas l'ordinateur objet scientifique et technique qui est à l'origine de ces idées. Au contraire, il en est la conséquence. On ne sait pas assez ça, puisqu'on dit toujours la métaphore de l'ordinateur, etc. Bon. Donc l'esprit humain d'abord a été pensé en termes de machine informationnelle. Ensuite, ça a été bien sûr la vie, mais dans un second temps seulement, avec ce qu'on a appelé le groupe du phage, qui a amené à la révolution de la biologie moléculaire et le prix Nobel donné à Watson et Crick. Et là, tout le monde le sait, la métaphore centrale, c'est le génome, hein, ce dans quoi est en principe écrit le programme de l'être vivant ou de l'organisme. Le génome, alors on dit couramment c'est un programme d'ordinateur, mais là aussi on inverse la chronologie. Le génome est une machine informationnelle, une machine cybernétique. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un ordinateur, puisque l'ordinateur est un autre exemple de machine informationnelle, mais il n'existait pas à l'époque. Puis ensuite est venue la nature elle-même, le cosmos. Tout le cosmos, toute la nature, c'est-à-dire les lois physiques, sont réductibles à un calcul qu'on dit algorithmique, c'est-à-dire une machine de calcul que réalise une machine algorithmique, une machine informationnelle. On pourrait dire simplement aujourd'hui un ordinateur. Mais encore une fois, en inversant la cause et la conséquence.
Voilà, c'est ça le programme métaphysique. Alors évidemment, si on conçoit que tout est information, alors l'idée, plutôt le projet qui vient automatiquement, c'est celui de se rendre maître de ces machines informationnelles, d'en concevoir de nouvelles, d'artificielles justement. Hein, et c'est ainsi que la neurophysiologie laisse la place à l'intelligence artificielle justement. Et de mettre ces machines informationnelles au service, en principe, de l'humanité. 3 technologies et une science sont en train de se rencontrer, et elles se rencontrent en particulier au niveau de l'usage d'un langage commun. Le langage commun, c'est le langage de la métaphore de la machine moléculaire. Aussi bien les biologistes moléculaires que les neurobiologistes, que les informaticiens, tout le monde parle de machines moléculaires. Et les métaphores, nous le savons, nous, philosophes, ne sont pas des simples artifices de langage. Les métaphores, en général, ont du poids et elles cachent un programme qui est d'ordre à la fois métaphysique et politique. Tel est en tout cas le sens du rapport rédigé en juin 2002 par Rocco et William Bainbridge qui s'appelle Converging Technologies for Improving Human Performance. C'est-à-dire que l'objectif clair du programme, c'est d'augmenter les performances humaines. Et c'est présenté comme un processus, dans le rapport de 2004, processus de coévolution, non seulement des disciplines entre elles, mais du potentiel humain et des technologies convergentes. Donc il y a vraiment une naturalisation et l'idée d'une coévolution des humains et des technologies. Depuis toujours, l'homme est confronté à ses limites. La maladie, l'accident, l'obligent à se réparer. Ses limites naturelles le poussent à s'augmenter. Les progrès récents de la science et des techniques lui fournissent pour cela une large panoplie de moyens. Ces nouvelles possibilités suscitent crainte et espoir. Que va faire l'homme de ce pouvoir ? Le développement des biomatériaux et des implants électroniques permet aujourd'hui d'intégrer au corps des organes et des membres artificiels de plus en plus perfectionnés qui remplacent des fonctions défaillantes. Il est désormais possible de stimuler localement les muscles de membres paralysés, de réguler le rythme cardiaque, de restituer un certain niveau d'audition, tandis que l'on tente actuellement de réactiver la vue électroniquement. Le corps fusionne avec la machine, il devient un système hybride entre biologique et électronique. Nous entrons dans l'ère de l'homme bionique. Rapprochons-nous de l'épiderme. Depuis plusieurs années déjà, l'homme maîtrise dans certaines thérapies la greffe de tissu obtenue à partir de cellules souches. Il sait par exemple cultiver des cellules pour reconstruire la peau. Plongeons à présent au cœur de l'organisme, là où agissent les médicaments et les substances stimulantes, hormonales ou anabolisantes que l'homme avale ou s'injecte. On cherche aujourd'hui à rendre ces molécules plus efficaces en affinant leur ciblage grâce aux nanotechnologies. Celles-ci permettront sans doute un jour d'envoyer dans le corps de l'homme des nanorobots chargés d'administrer très précisément certains médicaments ou même de nettoyer ses artères, mais pour l'heure, la nanomédecine reste un concept futuriste. Des recherches portent aujourd'hui sur la réalisation de vêtements communicants qui, selon les cas, permettent une localisation permanente de leurs porteurs, leur connexion à Internet, au réseau téléphonique ou à des banques de données. L'homme s'équipe d'outils de communication de plus en plus miniaturisés, de plus en plus nomades, qui se rapprochent de son corps. La puissance des outils dont la science dispose aujourd'hui et ses capacités à reconstruire l'homme posent avec acuité la question de l'identité humaine. Qui est cet homme hybride fait de pièces détachées et dont le corps est implanté de puces électroniques ? Qui est cet homme communiquant avec le reste du monde depuis des émetteurs placés en contact direct avec son corps ? Et cet homme en construction, est-il un espoir ou une crainte pour l'avenir ? De manière assez étonnante, ma recherche philosophique sur le programme NBIC est devenue partiellement une enquête policière lorsque j'ai découvert que
ce groupe international qui s'appelle les transhumanistes avait réussi à noyauter un certain nombre d'organismes de premier plan, commencé par la National Science Foundation, le Pentagone et d'autres lieux encore. Leur programme, leur agenda, comme on dit, est très net et très clair. Et d'ailleurs, on trouve leurs textes sur le web, n'est-ce pas, sur la toile. C'est grâce à la convergence des nanos, des bio, des infos et des sciences cognitives d'accélérer le passage à l'étape suivante de l'évolution biologique. Alors cette étape, là, il y a plusieurs variantes, n'est-ce pas? C'est une étape dite post-humaniste, évidemment. Transhumanisme veut dire humain en transition, mais l'étape finale, c'est le post-humanisme. Et là, suivant les variantes, ça peut être des hybrides de machines et d'êtres humains, ou carrément des machines intelligentes, conscientes, douées d'affect, etc. Alors, ces gens, on peut dire que ce sont des fous, des rigolos, etc. Le problème, c'est qu'ils sont au pouvoir. L'initiative américaine lancée par le président Clinton et qui s'appelle l'initiative nanotechnologique a été pilotée par deux personnes, dont l'une des deux, M. William Bainbridge, est l'un des leaders du mouvement transhumaniste mondial. Les gens les plus clairement installés dans l'espace transhumaniste en France, en Europe, ce sont les mutants, hein, le groupe des mutants. Ils ne sont pas forcément très importants, mais ils sont assez actifs, enfin très importants en nombre, je veux dire, hein, mais ils sont assez actifs et ils ont pas mal de liens avec des réseaux de philosophes, ça discute, c'est pas, c'est des milieux intellectuels, hein, c'est pas des milieux de gens qui s'improvisent, c'est assez, alors avec une circulation toujours avec en arrière-fond la fiction, hein. La science-fiction. Oui. Et d'ailleurs historiquement ils se sont fondés eux avec la science-fiction comme ancrage. Bon, c'est difficile de faire la part des choses sur leur impact et sur leur... bon, ils semblent assez reliés, et en tout cas dans leur métier, ils sont pour beaucoup dans des métiers de l'industrie pharmaceutique. Shoulder up, elbow straight, elbow back, shoulder down, elbow down. Are you actively closing the hand, or you're just not doing anything with the hand? I'm not doing anything with it at the present time. Kathy wants me to keep it closed, and I'm going to open it. Keep it open. Okay. Elbow down, shoulder up, shoulder down. Got a little rotation in there. We're working on that. Elbow up. Take the hand part way. Oh, great, Jesse. Derrière tout ça, je l'ai dit, il y a l'idée que l'homme lui-même n'est qu'une machine computationnelle et informationnelle, son esprit. Ben, si c'est une machine, évidemment, la question doit-on faire ce que l'on peut faire n'a pas de sens pour cette machine. Bon. Donc d'un côté, des questions de plus en plus extraordinaires posées à l'éthique, et de l'autre, une réduction de l'éthique à l'éthique d'une machine. Enfin bon, donc l'une des choses à attendre de tout ce mouvement, hélas, c'est la disparition de ce que nous appelons l'éthique.
Je ne connais personne sur la Terre depuis la nuit des temps qui est capable de décider entre le yin et le yang sur chacune des applications technologiques depuis que Cro-Magnon a décidé de taper sur son voisin. Je ne connais aucune invention qui soit déroulée vraiment dans le calme. Pendant la machine à vapeur, on trouve des écrits évidents qu'il y en a qui n'en voulaient pas, que ça allait causer je sais quelle maladie. Donc ça ne se passera jamais dans le calme, parce qu'il y a toujours ceux qui veulent protéger, ils ont raison, les acquis, et ceux qui veulent explorer. Et il y a toujours entre les deux un conflit. Même dans certains débats très simples, le principe de précaution est tellement empoisonnant qu'on a l'impression qu'on ne peut même plus bouger un pied devant l'autre, quelles que soient les structures de contrôle que l'on met en place. Alors, est-ce qu'il faut tout arrêter? Pourquoi pas? C'est là que ça s'appelle la croissance zéro. Donc, encore une fois, c'est très compliqué, parce que ça nous vient de la nuit des temps. Est-ce qu'on a interdit, est-ce qu'il y avait un comité d'éthique qui a interdit à Cro-Magnon de faire une massue? Et je suppose que dans sa tribu, il va y en avoir des pour et des contre. Et c'est le même problème. Le message que j'essaye de faire passer est sortant de la problématique des risques, parce qu'elle est totalement piégée. Car si vraiment on doit penser en termes de risque, alors le premier risque qui est sur le devant de la scène, c'est le risque de ne pas être dans la course. Car effectivement, le programme nanotechnologique fait déjà l'objet d'une course, et d'une course effrénée, et à coût de milliards de dollars, comme vous le disiez, entre essentiellement trois grands blocs. Le bloc nord-américain, les États-Unis d'Amérique et aussi le Canada, l'Union européenne et le bloc asiatique, qui fait peur à tout le monde, essentiellement la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Bon. C'est une course scientifique, certes, et technologique, évidemment, mais c'est aussi une course, et avant tout, une course industrielle, donc une course aux emplois, et il faut ajouter, c'est une course déjà aux armements. Hein. Et on peut penser que les nano-armes seront à la bombe atomique, ce que la bombe atomique était à la fronde, disons. Donc il faut être dans la course. Alors évidemment, s'il faut être dans la course, ça ne donne pas tellement le temps de réfléchir. Et il se peut, je ne dis pas que ça va être le cas, je n'en sais rien, il se peut que cette course mène à l'abîme, mais personne ne se pose la question, puisque le plus grand risque, le risque le plus visible, c'est de ne pas être dans la course. If you look at who's developing nanotechnology, it's a very familiar list. In fact, it looks like the list of the 500 richest companies. Exxon, Unilever, Nestle, Monsanto, Bayer, Syngenta, IBM, Fujitsu. It's very clear that this is a technology that's driven by exactly the same people who are driving global trade and globalization, and the same companies that are driving the economy at present. So what we're seeing is the next technology by which these companies will leverage their power even more. Les nanotechnologies, on est tombé dessus presque par hasard, puisqu'on s'occupait de notre ville et que c'est là que ça se passait. Donc finalement, on a mis le nez dessus comme ça parce que c'était sous nos fenêtres. Et ce qu'on a découvert, oui, il y avait de quoi nous mettre vraiment en colère. Contrairement à ce que disent les élus et les scientifiques, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on est en colère, vraiment. Parce que les nanotechnologies, c'est un monde sous contrôle électronique, c'est-à-dire que là, en ce moment, sortent des laboratoires des puces microscopiques, voire bientôt nanoscopiques, qui ont des capacités de communiquer leurs informations à distance, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de les mettre partout. Donc, dans les objets qu'on achète, dans nos papiers d'identité, les passeports biométriques électroniques, c'est une puce sans contact, ce qu'on appelle sans contact. Déjà, on puce les animaux, les chevaux, les chiens, les chats, etc. Et puis, il y a des gens qui se font pucer. On met des puces sous la peau des gens. Et donc tout ça, c'est un monde où on est en permanence tracé, pistable, repérable, et on sait tout ce qu'on a fait, où on est passé, avec qui on est. Et ça, c'est ce qui se prépare. C'est un marché énorme pour les industriels. Et à Grenoble, il y a beaucoup de boîtes qui bossent là-dedans. Ils font du lobbying à fond en disant c'est ça le prochain marché. Après le téléphone portable, c'est vive la RFID. Donc ça, c'est une des choses que nous, on dénonce, c'est le fait de vivre dans un monde de la traçabilité et sous contrôle électronique. Voilà.
Donc évidemment, l'armée est intéressée au premier chef par les nanos. Michel Alliot-Marie est venu au mois de mars à Grenoble rappeler tout l'intérêt de l'armée pour ses recherches. Donc bon, c'était assez drôle puisque nous, ça fait des années qu'on le dit et des années qu'on nous dit mais non, c'est pas vrai. Donc là, elle a craché le morceau. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que les nanotechnologies, c'est pas un projet scientifique, c'est un projet politique et philosophique. Parce que en République, en démocratie, et depuis, je crois, une centaine d'années, tout citoyen est réputé compétent pour les affaires de la cité. Si les gens s'estiment pas compétents, il faut qu'ils rendent leur carte d'électeur. Si les nanotechnologies étaient juste un projet scientifique, ça me regarderait pas beaucoup. Enfin, ça pourrait éventuellement piquer ma curiosité, comme je m'intéresse à l'astronomie ou aux insectes. En tant que co-sociétaire de la société, j'aurais rien à dire. Mais là, on a quelque chose à dire, et on est sommé, on doit tous dire quelque chose sur les nanotechnologies, comme nous avons tous quelque chose à dire sur les OGM ou sur le nucléaire. Voilà, à suivre. Merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao à la technique. Il ne s'agit pas seulement de freiner la technique. C'est-à-dire il faut voir que il ne s'agit pas de freiner la technique, il s'agit de faire des choix. C'est-à-dire il s'agit de dire oui à certaines choses et non à d'autres. Donc ça s'appelle freiner la technique quand c'est les OGM, puisqu'on n'a pas laissé faire les choix. Pour les nanotechnologies, ce sera pareil. Si on laisse faire les choix, ça ne sera pas freiner la technique, ça sera oui à certaines nanotechnologies. C'est ça la grande différence. Et les scientifiques eux-mêmes vont être, à mon avis, prochainement très très embêtés, et le sont déjà avec les lois de bioéthique, avec les freins qui peuvent être mis sur l'accès à la matière première, en l'occurrence les embryons humains ou les ovules de femmes. Bon, ils ont bien vu que, en fait, avec des lois qui encadrent les usages, puisqu'en fait les lois de bioéthique, c'est bien le cadre dont on parlait tout à l'heure, ils ont bien vu que ça les gêne. Mais bigrement, hein, bigrement. Donc, là aussi, il peut y avoir de l'affrontement entre scientifiques et citoyens. Mais en dernier ressort, c'est quand même bien la population qui doit se prendre en charge et gérer son avenir. Hein. C'est pas aux scientifiques d'avoir le feu vert surtout pour explorer. La connaissance n'est pas l'ultime fin. Alors là, voilà. Devant cette fascination pour la puissance des techniques, on peut et on doit interpeller les nanotechnologies. Et on peut et on doit les interpeller sur leur finalité. Et là, c'est quasiment des questions de bon sens, de sens commun qu'on doit poser aux nanotechnologies, qui ne sont pas spécifiques, car on peut les poser à toutes les technologies, mais elles s'adressent particulièrement. Pourquoi cette technologie? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Qui la possède? À qui profite-t-elle? Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens qui la développent? Qui assumera la responsabilité si cela tourne mal? Si les nanotechnologies et les technologies convergentes sont la réponse, alors quelle était la question? Il est frappant aujourd'hui de voir que les NBIC sont présentés comme une panacée qui va tout changer, mais tellement tout changer qu'on ne sait pas très bien à quelles questions elles répondent. Et en tout cas, elles posent des problèmes, et aujourd'hui on est en quête des problèmes qu'elles pourraient bien résoudre. Et je pense que on peut, même à la limite, si on a identifié les problèmes, alors se demander, est-ce que c'est vraiment la seule réponse? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et enfin, est-ce que cela justifie tous les investissements consentis? Est-ce qu'on ne pourrait pas investir dans des programmes de recherche ailleurs? Alors, je pense que l'ingénieur nanotechnologique de demain sera très différent de l'ingénieur d'aujourd'hui. L'ingénieur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui on donne un cahier des charges. Par exemple, concevez-moi un engin qui permet d'aller d'un point à un autre de manière économique et qui permet de transporter 4 personnes. Bon, et il vous fabrique une voiture. OK.
Donc cet ingénieur-là, il est content de lui-même et il est jugé selon que sa réalisation est conforme au cahier des charges. Je crois que l'ingénieur de demain, dans l'esprit de von Neumann, il sera content de lui-même lorsqu'il aura réalisé un être qui le surprendra. En d'autres termes, le mythe de l'apprenti sorcier, il faut le réévaluer, il faut le redire le dire en nouveaux termes. C'est pas par erreur ni par terreur que l'apprenti sorcier va produire des choses qui le dépassent et qui surprennent tout le monde, mais c'est par intention, par volonté. Alors c'est à la fois magnifique, fascinant, et je ne cache pas ma fascination. Et je ne crois pas qu'on puisse empêcher cela pour aller droit au but. Mais c'est en même temps extrêmement inquiétant. We owe it to our future. I always think that what I would like to see is a sort of genetically modified spider. You take this spider that spins away, but if you can genetically modify it to spin carbon atoms and build a helix. Yeah. It's a small world after all. It's a small world after all. Where you can't tell where the living system ends and the engineering system begins. I can hear everything. And one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the ocean. Robots would be a wonderful thing. I mean, they would bring huge benefits to society. Et petit, ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même. Si les nanotechnologies et les technologies convergentes sont la réponse, alors quelle était la question? Ces capacités à reconstruire l'homme posent avec acuité la question de l'identité humaine. Est-ce qu'on a interdit, est-ce qu'il y avait un comité d'éthique qui a interdit à Cro-Magnon de faire une massue? Les nanotechnologies, on est tombé dessus presque par hasard, hein, puisqu'on s'occupait de notre ville et que c'est là que ça se passait. Donc, Exxon, Unilever, Nestlé, Monsanto, Bayer, Syngenta, IBM, Fujitsu. Là, je vois quand même qu'on nage en plein délire. Et les scientifiques ne sont pas vigilants là-dessus. Et ils risquent de le payer très cher. Parce que lorsque l'opinion publique va se réveiller en France, ça va être pire que les biotechnologies. Ils se mordent les doigts pour les biotechnologies. D'ailleurs, ils sont paralysés, ils le disent tous, ils sont paralysés par la peur que le fiasco des biotechnologies se reproduise. Puisqu'aujourd'hui, la moindre réalisation biotechnologique fait pousser des cris d'orfraie, etc. Bon. Mais là, ça va être bien pire.